Quand je parle à mes clients au courant des derniers jours, de quoi on parle d'après vous? On parle du plafond de la dette américaine. Ça inquiète beaucoup les investisseurs pour voir où les négociations sont actuellement. C'est quoi les scénarios qui pourraient surgir en termes de risques financiers. Puis une autre conversation qu'on a régulièrement, c'est l'inflation à baisse. Hein. On est passé d'un taux d'inflation de 9 aux États-Unis à environ 4,9 mais c'est encore élevé. Donc, est-ce que les banques centrales vont encore hausser les taux directeurs pour ralentir cette inflation-là? Et c'est là encore, ça devrait affecter négativement peut-être le marché. Pourtant, qu'est-ce qu'on voit depuis le début de l'année? Bien, on voit des indices boursiers, en particulier dans le secteur de la technologie, vraiment revenir avec une vitesse grand V, avec des gains entre 15 à 17 Puis ça surprend les investisseurs parce que ça n'accorde pas avec la thèse d'investissement dans un univers où on a des hausses de taux d'intérêt, ça va affecter les gens qui ont de l'endettement. En plus, les gouvernements ont des enjeux pour négocier le plafond de leur dette. Pourtant, le marché monte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, le but de cette présentation-là, c'est vraiment d'expliquer que ce qui influence la bourse, c'est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine, puis il y a beaucoup de facteurs à considérer. Puis là, on va en regarder juste un qui, entre autres, est une des raisons pour laquelle le marché a progressé dans les derniers temps. Ce tableau-là ici démontre un peu, si on regarde le trait bleu, la situation, les conditions financières mondiales. Vers la fin de l'année dernière, on a vraiment atteint un creux au niveau des conditions financières globales. Pourquoi? Bien, évidemment, le marché s'éloignait du risque parce qu'il y avait des facteurs, il y avait une guerre en Ukraine, il y a aussi une inflation qui était beaucoup plus persistante que les intervenants l'avaient imaginé dans la majorité. Puis on a vécu la plus grande hausse de taux d'intérêt depuis 40 ans de la part des banques centrales en passant un taux directeur de 0,25 à plus de 4 Donc, c'est sûr que les banques ont restreint le financement. On a vu beaucoup moins de fusions-acquisitions. On se demandait comment le consommateur allait réagir par rapport à ça. Donc, c'est sûr que les conditions s'étaient détériorées. Par contre, depuis cet automne, l'automne dernier, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment un retour, une progression au niveau des conditions financières à l'échelle planétaire. C'est quoi le catalyse de ça? Il y a plusieurs facteurs qui sont à considérer. On ne va pas les regarder en détail, mais grosso modo, malgré la hausse des taux directeurs de la part de plusieurs banques centrales à travers le monde, le PIB, le produit intérieur brut, est quand même robuste. On voit un ralentissement de la consommation à un certain niveau, surtout dans les biens de consommation. On voit un ralentissement des investissements des entreprises. Par contre, on voit quand même que les inventaires reviennent à des moyennes historiques. Puis il y a quand même des facteurs positifs qui font que le PIB mondial est peut-être plus robuste qu'on l'avait imaginé. L'autre point, c'est que l'inflation, il y en a encore, je l'ai mentionné. Par contre, on voit quand même une décérélation. Puis là, maintenant, avec du recul, c'est vrai qu'il y avait une portion de l'inflation qui était transitoire. Par contre, la médecine des banques centrales se poursuit, puis on voit quand même une tendance qui est à la baisse. On a beaucoup de plein emploi à l'échelle planétaire. On voit des hausses salariales. Puis, au niveau des marchés de capitaux, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a un certain retour aux fusions-acquisitions, il y a certains dynamismes qui s'installent. On pourrait parler en détail des conditions financières. La situation n'est pas rose, mais peut-être moins pire qu'on l'avait anticipé, ce qui fait qu'on voit une décélération des restrictions financières, par exemple, au niveau des institutions financières. Mais là où je veux attirer votre attention, puis c'est pour ça que la vidéo de cette semaine, c'est Suivez l'argent, Follow the Money, c'est qu'il y a un autre phénomène qu'on observe. Quand les conditions financières s'améliorent, qu'est-ce qui suit? C'est le degré de liquidité qu'on peut observer disponible dans un écosystème financier économique. Puis des fois, on va voir des liquidités augmenter même quand ça va mal. On voit en 2020, 2021, on a vu des liquidités incroyables aller dans le système parce que les gouvernements avaient intervenu pour sauver la situation par rapport au COVID-19. Et c'est là que les gens se sont retrouvés et les entreprises avec beaucoup de liquidités. Puis ça a accéléré la consommation, les investissements des entreprises, puis la spéculation sur les marchés, parce que quand on a de la liquidité, on est prêt peut-être à prendre un peu plus de risques que lorsqu'on en avait moins. Mais cette croissance de la liquidité-là aujourd'hui se fait pour des raisons positives, mais il y a aussi des enjeux. Entre autres, un des facteurs, c'est la Banque centrale en Chine, qui ont des défis en Chine, évidemment, pour les raisons qu'on connaît, qui ont quand même injecté certaines liquidités. Ce qui fait que pour des bonnes ou des mauvaises raisons, la liquidité augmente. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que historiquement, quand la liquidité augmente, bien, les multiples au niveau des marchés boursiers prennent l'expansion. Fait que là, je vais m'expliquer, c'est que
Par exemple, une société qui se transige à, on va dire, 10 fois ses profits nets, son ratio cours-bénéfice, si la liquidité augmente, puis il y a tellement de liquidité que les taux d'intérêt baissent parce qu'il y a beaucoup de demandes pour des produits à revenus fixes, bien, les mêmes investisseurs, lorsqu'ils vont se retourner pour acheter un actif productif comme une action en bourse, vont être prêts à payer plus cher pour la même société avec le même chiffre d'affaires. Donc, soudainement, cette compagnie qui se négociait disons, 10 fois les profits, les ratios cours-bénéfices, ça se transige à 13 fois. Bien, elle va avoir une augmentation du prix de l'action de 30 %. C'est pour la même entreprise. C'est juste que ta rentabilité passe de 10 de taux de capitalisation à un taux inférieur parce que les taux dans tout le marché baissent. Fait que l'appétit du risque, elle augmente. Et c'est ce qu'on a observé récemment. C'est pour ça qu'on voit que les entreprises devraient vraiment avoir une expansion des multiples. Puis, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que si on imagine un scénario où la trajectoire la trajectoire de la liquidité suit les conditions financières économiques à travers le monde, bien, peut-être qu'on peut voir encore une accélération justement de ce phénomène-là, de l'expansion des multiples, de l'appétit pour du risque. Et là, ce que ça peut être dangereux, c'est pour les investisseurs qui ont pris des positions pessimistes sur le marché. Si vous êtes du camp, puis Peter Lynch récemment est en entrevue à CNBC, un célèbre investisseur, puis il dit en 50 ans de carrière, je n'ai jamais vu autant de gens prédire une récession. Si vous êtes dans le camp qu'il y a une récession, qu'il va y avoir une forte correction, bien, vous n'êtes pas tout seul dans votre camp, la majorité des gens sont de ce côté-là. Puis comme je l'ai dit, l'histoire démontre que lorsqu'on est avec le consensus sur des scénarios pessimistes, souvent on manque des opportunités de rebond. Je ne fais pas de prédiction, je dis juste, si on regarde le data passé, c'est la conclusion qu'on peut tirer. Puis actuellement, les vendeurs à découvert professionnels, les gens puis amateurs, les gens qui vendent des titres avant même de les détenir pour les racheter plus tard, veulent les racheter moins cher. Puis l'écart entre le prix de vente puis le prix de rachat, c'est leur profit. Bien, si la liquidité augmente dans le système, puis le marché continue de croître, par mesure défensive, peut-être ces gens-là vont réduire leur position. Fait qu'il va y avoir moins de vendeurs dans le marché, ce qui peut encore amener le marché à progresser. Pourquoi que je parle de ces points-là? Comme j'ai mentionné, mon but, ce n'est pas de faire une prédiction de marché. Par contre, c'est dire que la narration qu'on peut se faire dans notre esprit de où le marché devrait aller, peut-être il est trop simple. Il se base sur des articles qu'on va lire dans les journaux, dans les pages financières, puis on va se dire, bien, c'est simple, les taux d'intérêt vont continuer de monter, ça va affecter la consommation, il y a des risques aux États-Unis avec le plafond de la dette, je ne vois pas pourquoi j'investirais. Mais dans la réalité, la plomberie financière est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer. Il y a d'autres facteurs dans le secteur bancaire, dans les liquidités. Puis pour un investisseur, de vraiment essayer de comprendre les conditions financières mondiales, à mes yeux, c'est pas possible. C'est beaucoup trop complexe. Donc, pour ceux qui prédisent un rebond ou qui prédisent une baisse, moi, je dis, on est en dehors de notre cercle de compétences. Par contre, quand on regarde les faits, je pense qu'il faut quand même être prudent si on est trop pessimiste actuellement parce qu'il y a des facteurs qui établissent que des possibilités, que le marché a quand même plus de possibilités d'être robuste qu'on l'imagine. Je vous remercie.